Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une théorie sur le jeu Dead by Daylight. De plus, je tiens à noter que je suis désolée pour la qualité de mon micro. Je fais avec qu'est-ce que j'ai, puisque je fais ça pour le plaisir. Merci à tous de votre compréhension et bonne vidéo. Dead by Daylight, ou DBD pour les intimes, est paru le 14 juin 2016 sur la plateforme Steam, pour PC uniquement, et le 20 juin 2017 sur console, soit Xbox et PlayStation. Ce survival horror, édité par Starbreeze Studio et développé par Braver Interactive, est un multijoueur comprenant 5 joueurs, un tueur et 4 survivants. Le but du jeu? Simple. Si vous êtes survivant, vous devez survivre en vous échappant par les portes ou la trappe. Et si vous êtes tueur, votre but est de tuer les survivants en les accrochant sur des crochets. Je vous explique en survolant le jeu et je ne rentre pas dans les détails car ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. L'entité est un personnage mystérieux, mentionné très souvent, mais sur lequel nous avons le moins d'informations, et que des théories, parfois réalistes, parfois farfelues. Mais commençons par l'histoire écrite par les développeurs du jeu que je trouve très intéressante et qui concorde avec la théorie que je vais vous présenter plus tard. L'entité est un mâle sans nom, qui vit dans l'espace entre notre monde et notre imagination. Le genre d'endroit qui ne se relève que dans les rêves. Pour manger, l'entité tend la main dans le cœur des victimes sensibles et les corrompt, en accomplissant des actes de violence hideux. Car le seul moyen pour elle de se manifester dans le monde réel est un acte de violence si extrême qu'il en résulte des morts. Une fois que cet événement a lieu, l'entité a une emprise dans notre monde, en étant capable d'attirer les gens à travers leurs points faibles dans sa propre construction cauchemardesque, le royaume de l'entité. Les premières victimes sont corrompues, celles qui ont été poussées à faire des actes qui ont attiré un mal ancien, le tueur. Prier pour l'entité vient sous la forme de victimes non corrompues. Les survivants, les gens normaux, qui trébuchent dans ces zones corrompues et tirés par l'entité sans aucun souvenir de la façon dont cela s'est passé. Une fois qu'ils se sont réveillés par le feu de camp dans le cauchemar, il n'y a plus d'échappatoire pour eux. L'entité constitue un reflet du monde réel dans la construction pour confondre les survivants. Incapable, cependant, de vraiment comprendre la vraie nature du monde qu'elle touche, elle essaie de reproduire du mieux qu'elle peut, bien qu'elle ne fasse pas toujours correctement. En conséquence, le monde est une fusion cauchemardesque, toujours changeante d'éléments familiers et étranges car l'entité constitue ce qu'elle ne peut comprendre. Dans ce monde bizarre, il y a plusieurs parties familières. Les cartes et leurs royaumes sont basés sur le monde qu'elle infecte. Il y a d'étranges générateurs mécaniques que les survivants peuvent alimenter pour ouvrir 2 portes de sortie. S'ils réussissent, ils s'échapperont, bien qu'ils ne reviennent que sur le feu de camp, d'où tout a commencé. L'entité a besoin que chaque survivant ait de l'espoir, qu'il puisse y avoir un moyen de sortir de la construction. C'est seulement à travers cet espoir qu'elle peut se nourrir. L'alimentation prend la forme du terrible sacrifice. C'est à travers ce rituel bizarre que l'entité peut extraire de la nourriture dont elle a besoin pour augmenter son pouvoir. Son but ultime est de consommer le monde et chaque sacrifice joue un rôle dans cette croissance. À chaque décès, un peu de l'âme du survivant est perdu. Finalement, alors que tout espoir s'évapore, le survivant devient de moins en moins utile à l'entité, en se transformant lentement en une coquille froide et sans émotion. Ces survivants perdus, dont l'espoir les a depuis longtemps quittés, sont finalement devenus ce qu'ils craignaient tant, les tueurs qui les ont traqués. Maintenant que vous connaissez les bases et que vous êtes dans le sujet, je vais pouvoir commencer à vous parler d'une théorie qui pourrait tout expliquer. Les sources sont d'ailleurs en description. Commençons. Je crois que le jeu entier de Dead by Daylight se déroule dans l'esprit aliéné de Benedict Baker, et que tout
Les survivants aux tueurs, en passant par les objets eux-mêmes, est une métaphore de Bénédicte essayant de combattre sa folie. Et que cette folie peut se transformer en entité. De plus, je ne parlerai pas de Michael Myers, de Freddy ou de tout autre tueur et survivant licencié, car les développeurs n'ont pas écrit leur histoire. Je ne les considère donc pas en lien avec cette théorie. Partie 1. Les bons survivants, les méchants tueurs et la toile. La première chose que vous remarquerez au sujet de l'histoire des personnages, ce sont les différents détails. Chaque tueur a des histoires longues et détaillées de son histoire, tandis que les survivants obtiennent des histoires de personnages fades, simples, souvent résumées en quelques lignes. Comme les histoires les plus détaillées pour les personnages sont Ace, et même le sien ne compte que 4 lignes et demie et 9 phrases courtes. Je ne pourrais aller plus loin dans les détails. Les survivants ne sont pas écrits de la même manière, ou peut-être pas par la même personne que les tueurs. Quand vous y réfléchissez d'un point de vue oral, qui écrit l'histoire des personnages? Pour les tueurs, je pense immédiatement à l'entité, puisqu'elle y a été convoquée par un acte de grande violence, ou quand il y a plusieurs meurtres de manière brutale. Pour les survivants, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est logique si Benedict Banker écrit les entrées, car il y a si peu de détails et Benedict dit « La seule information des survivants est de courtes discussions avec eux lorsque je réparais le générateur. » Donc pourquoi est-ce important? J'entrerai dans les détails plus tard, mais tout ce que vous devez savoir, c'est que si cela a quelque chose à voir avec l'entité ou pas, les tueurs et même les survivants sont des êtres humains. Dites-moi en face, qui peut survivre à une tronçonneuse et vit toujours mais meurtri? Ou l'addon de Billy, Speed Limiter, un terrible addon qui fait que la tronçonneuse n'envoie que des blessés au lieu de mourir. Mais même avec la vitesse tronçonneuse limitée, le point reste toujours. Une autre chose surnaturelle, ce sont les avantages que les survivants peuvent avoir. Avec les tueurs, cela a du sens. Ils ont un lien surnaturel avec l'entité. Et c'est logique, puisque le monde dans lequel vous jouez, dans Dead by Daylight, est le monde de l'entité. Mais les survivants n'ont aucun sens, aucun lien. Être capable de guérir au point de pouvoir courir quand vous êtes capable de mourir d'une perte de sang juste en vous traînant. Être capable de voir le tueur à travers les murs à cause d'un lien avec le tueur. Une autre chose est que les survivants ont des niveaux de sang d'endurance indéfectibles. Même en cas de blessure, mais la situation est difficile. Je vais donc passer à autre chose. Ces choses ne peuvent tout simplement pas être réelles. Et tout prend son sens une fois que vous y réfléchissez. Peut-être que les survivants et les tueurs ne sont pas réels. Au début, je pensais que c'était absurde. Je pensais que le jeu se déroulait dans le monde réel et que c'était probablement juste le fait que c'était le monde dans l'entité qui était à l'origine de cela. Plus j'y pensais, plus je remarquais que le jeu était moins physique et plus mental ou psychologique. Regardez la toile, par exemple. La façon dont la toile fonctionne, comme un cerveau, et les différentes choses que vous obtenez sur la toile sont des pensées de cette personne aliénée. Nous parlons également de la toile de sang, plus en détail plus tard dans la théorie. Partie 2. Objets, avantages et l'ordre. Il est temps de remettre en question les mécaniques de jeu qui ont un sens du point de vue du jeu, mais qui n'ont pas de sens d'un point de vue dès lors. Avant de parler des articles, nous devons parler d'autre chose. La première chose, c'est ce que les développeurs ont dit lorsqu'on leur a demandé si Benedict Banker serait dans le jeu. Ils ont donc répondu « Pas en tant que survivant et pas comme vous le pensez. » Je veux dire, sinon, comment vont-ils mettre Benedict Banker dans le jeu? Autre que survivant. Peut-être qu'il n'est pas un tueur, mais la raison du pourquoi Dead by Daylight existe
Remarquez la perte Whispers, dans laquelle la gang des survivants, ils vous murmurent parfois des choses étranges. Peu de gens le savent, mais en réalité, le nom de la personne se trouve à portée de voix et murmuré. Cela prend beaucoup de temps, et c'est très calme, mais c'est là. Parfois, il est également dit « il est mort, il est mort ». À qui cela pourrait-il faire référence? Eh bien, pourquoi pas Benedict Baker, puisqu'il y a un si grand lien avec l'entité. Eh bien, si les murmures disent « il est mort, il est mort », alors s'il n'est pas en vie, il ne peut pas être un tueur, alors quoi? Eh bien, l'entité est à nouveau symbolique. Peut-être qu'il n'est pas mort physiquement, mais mentalement. Si vous avez remarqué, l'histoire des survivants est liée au fait de fuir. De fuir les autres ou d'être isolé. Le plus flagrant est l'histoire de Nia. Et non, ce n'est pas Ni, mais Nia. Fuyant ses parents, isolée de la société, est devenue un mauvais enfant. Le savoir des tueurs doit également faire face à la folie, ce qui est le plus flagrant dans le savoir du trappeur. Si vous ne saviez pas, le père d'Evan Macmillan, le trappeur, ou The Trappers, est devenu fou et a ordonné à son fils d'assassiner tous ses ouvriers. Veuillez prendre la vie à cette fin. Si Benedict Baker avait écrit la légende du survivant et que l'entité écrivait la légende du tueur, cette entité représenterait la démarche de Benedict Baker. Ce fut une énorme découverte pour moi, car cela explique littéralement tout ce qui se passe dans le jeu. Quand l'entité vole des choses dans la toile de sang, c'est la folie de Benedict qui essaie de le rattraper. Quand vous mourrez et que l'entité vous prend, Benedict parle du moment où vous mourrez en jeu. L'entité vole un peu de votre espoir. Votre espoir. Remarquez ce mot et pas d'autres mots. Pas la santé mentale, pas votre âme, ni votre esprit. Peut-être cela signifie que Benedict Baker tente de lutter contre sa folie. Une autre chose qui soutient cela est la clé. Le fait appeler la clé du squelette une autre partie du corps humain. The Skeleton Case dit qu'il y a un pouvoir étrange qui lui a presque brûlé la main. L'incendie a beaucoup à voir avec la folie des tueurs. La tour du charbon du domaine Macmillan a des spéculations que tout le monde a ratées. Si vous lisez la description de la tour à charbon sur le wiki officiel du jeu, vous y verrez une hypothèse selon laquelle quelque chose a explosé et qu'un incendie a éclaté dans la tour à charbon. L'asile de le Croctus Brand, a été incendié. Il y a des lanternes partout dans le Rose Pal et encore sur les incendies. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela explique aussi le feu de camp, le feu représentant les choses que l'entité possède, le monde qu'elle a créé. Benedict parle du feu de camp. Il suffit de tout réinitialiser et d'attendre le prochain match. Cela a du sens, puisque le feu de camp n'est plus qu'un terrain d'attente appartenant à l'entité. Qu'est-ce que cela a à voir avec la clé? Remarquez bien que le feu de camp n'est pas un feu normal. De l'extérieur, on dirait qu'il va vous brûler. Il vous brûle la main. Mais lorsque Baker essaye de se tuer, cela ne fonctionne pas. Il ne ressent rien. Cela montre que les apparences dans Dead by Daylight sont trompeuses. La clé ressemble à une clé normale et, puisqu'elle lui a presque brûlé la main, elle semble appartenir à l'entité. Cela peut être vrai, mais souvenez-vous que le seul pouvoir de l'entité est l'esprit de Benedict. Et remarquez, le seul moyen d'obtenir la clé est en l'achetant au marché sanguinaire, soit la toile. Même le fait que cette capacité soit appelée canal de l'esprit et que c'est une clé. Enfin, remarquez à quoi sert le squelette
en ouvrant la trappe. La trappe est le seul autre moyen de s'échapper au rituel sans mourir. Les portes de sortie sont dans l'autre sens et elles sont grandes et larges. Vous devez les ouvrir avec un interrupteur et vous pouvez voir au loin que cela conduit à un feu de camp. Le feu de camp. Au contraire, la trappe est isolée. Il ne doit pas être le principal moyen de s'échapper. Le choix est extrêmement important. Du point de vue des connaissances, le seul moyen d'ouvrir la trappe, si vous n'êtes pas le dernier survivant, est d'utiliser la clé. Cela signifie que la trappe est le moyen d'échapper à l'entité, non pas par la voie principale qui semble trompeuse, mais la petite solution isolée qui aidera en fin de compte. Partie 3. Conclusion. Si vous y réfléchissez, le jeu est secrètement l'histoire d'un homme essayant de gérer sa folie. Le monde que l'entité crée est sa propre interprétation de la façon dont il voit le monde. Au cours de sa vie d'enquête, il se rend dans plusieurs endroits, comme le domaine Macmillan, Otto Evan Waker et Coldwind Farm. Benedict pourrait en fait être un buveur, soit un alcoolique, car il boit de l'alcool qui obscurait sa mémoire et son esprit. C'est pourquoi des offrandes qui augmentent le brouillard sont des bouteilles. Je ne crois pas que ce soit le cas, mais c'est peut-être vrai, en compte tenu des offrandes qui diminuent le brouillard, qui sont aussi des bouteilles. L'entité, la représentation physique de la folie de cet homme, essayant de s'introduire dans son esprit et de détruire tout l'espoir de Benedict, de rester sain d'esprit tout en enquêtant. Ou le tueur pourrait être la représentation physique de ce quoi l'entité ou sa démence peut se transformer. Les deux options pourraient toujours être vraies compte tenu des faits. Le pouvoir de l'entité est créer des mondes. C'est le même monde, mais légèrement différent, ce qui signifie que la façon de voir le monde de Benedict, ou du moins comment sa folie voit le monde, des survivants sont de simples protagonistes de sa vie. Tôt ou tard, l'isolement aurait pu provenir de son travail d'enquêteur. Nous savons qu'il pourrait éventuellement aimer discuter en ligne au début de son adolescence. Alors que Claudette apprécie également cet aspect, nous savons que Dwight, qui déteste ses collègues, et a le sentiment que ses collègues cherchent à le trahir, comme ils le font à la tradition de Dwight. D'après l'histoire de Meg, nous savons qu'elle a l'impression de fuir quelque chose. Sa folie peut être le sentiment d'être isolée à cause de cela. Les offrandes peuvent être des objets du monde réel. Tels que voir des choses tout en enquêtant et en pensant qu'elles sont de mauvais augure. Enfin, lorsque vous êtes un bon survivant et que vous atteignez le rang 1, vous obtenez quelque chose. Certains diront une sorte de médaille. Quelle est cette médaille? Une boîte à casse-tête? Une boîte à casse-tête? Pourquoi une boîte à casse-tête? Parce que Benedict, qui s'occupe de sa folie, ressemble à un casse-tête qui change constamment. Lorsque vous êtes un tueur et que vous êtes bon, vous obtenez un crâne, ce qui signifie que vous avez tué quelqu'un. Si vous êtes un bon tueur, cela signifie que vous avez tué Benedict, pas physiquement. Vous avez tué son espoir de rester sain d'esprit. Surprenant, où toute cette théorie est née de l'idée que deux personnes différentes ont écrit l'histoire et que la durabilité des survivants était impossible. Ou cela pourrait être complètement faux aussi. Et l'entité est réelle et Benedict est seulement fou. Mais ce n'est seulement qu'une théorie après tout, non? Ce que j'aime de cette théorie, c'est que nous voyons au-delà du fait que DBD ne soit qu'un simple jeu créé d'un monde parallèle. Comme je l'ai souvent vu et lu en faisant mes recherches, nous savons que Benedict Baker est important. Certains, comme moi, le voyaient comme simple premier survivant. Mais croire qu'il serait l'autre de cet univers de souffrance et de folie me semble possible maintenant. Et vous? Donnez-moi votre point de vue en commentaire et peut-être votre théorie. Croyez-vous en celle que je vous ai présentée aujourd'hui? Sur ce, soyez prudents. Qui sait, l'entité est peut-être derrière vous.